Hello. Comment ça va? Comment ça va? Bon, on est très heureuse de vous retrouver sur LMK, le podcast de la rédaction de Mademoiselle. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Soifia. Bonjour. Bonjour que Soifia. Vous connaissez bien. Bonjour Soifia. Bonjour à toutes. Bonjour. D'Ariane. Coucou. Et de Morgane Dion. Morgane qui est fondatrice de Plan Cash et autrice du livre Les gentilles filles ne réussissent pas. Chez Larousse. Non, Erol. Ouh là là. Chez Erol. Voilà. Donc on est très heureuse de recevoir Morgane et très heureuse d'être avec vous pendant 1 heure, 1 heure et demie, autant de temps que vous voulez. Voilà. Donc LMK, vous savez, on démarre toujours par une petite question un peu décalée. Et j'ai réfléchi. Je me suis concertée avec mes collègues. Voilà. On fait la surprise à Morgane. Du coup, notre question, c'est quelle destination de vacances êtes-vous? Quelle destination de vacances es-tu? En fait, c'est une question super simple pour moi. Moi, je suis du sud-ouest. Alors, je suis du nord de Bordeaux, donc les gens vont dire non, c'est pas vraiment le sud-ouest. Pour moi, c'est le nord du sud-ouest. Et vivant aujourd'hui à Paris, moi, la destination de vacances, pour moi, c'est la côte atlantique, quoi. N'importe où en dessous de Bordeaux, jusque l'Espagne, c'est les vacances idéales. Ah, pas au-dessus? Pas au-dessus de Bordeaux. Ah bah non, parce que au-dessus de Bordeaux, c'est la maison, donc ok, d'accord. Ça compte pas comme des vacances. Mais voilà, plage de sable à la sauvage, pinède, des vagues, et voilà, ça c'est les vacances. Et le kiff, ouais. Le rêve. Du surf. Tu fais du surf ou pas? Non. Non, je pense que je me noierais si je fais ça. Et donc, c'est les vacances, hein, c'est pas pour vivre. Bah, ce qui est compliqué, je trouve, en tout cas, moi, vu le métier que je fais, c'est que dans le coin, il n'y a pas forcément un dynamisme économique qui permettrait à mon activité de... Enfin, voilà, j'aurais du mal à trouver exactement ce dont j'ai besoin. Et puis après, je pense que j'ai peur de vivre sur mon lieu de vacances, que tu finisses par perdre un petit peu ce truc, tu vois, la magie, en fait, du lieu. Tu finis par voir les choses qui vont pas, les défauts et tout ça. Et pour moi, c'est un lieu tellement idéalisé. C'est plus sympa d'aller chez Franprix après le boulot qu'à la plage. C'est clair. Ouais, c'est vrai que... Comme ça casse un peu mon argumentaire. Non, parce qu'on a une collègue qui habite à Brest et qui, à chaque fois, Brest, là, il faisait beau. Enfin, elle nous disait, je vais à la plage. Le rêve. Nous, on rentrait... Ah ouais, clairement. Voilà. Mais Ariane, oui. Quelle destination de vacances es-tu? Alors, moi, je dirais que... pareil, je dirais la destination de vacances de mon enfance, c'est-à-dire l'Italie. Parce que donc, vous le savez... Tu es italienne et tu aimes les pâtes. Oui, bien sûr. J'ai fait un raccourci stéréotype. On ne fait pas tous les jours. Mais ça, vous le savez déjà, mes chers LMK. C'est la millième fois que je vous le répète. Mais en gros, quand j'étais petite, comme ma mère est italienne et qu'elle vivait en France parce qu'elle était avec mon père, elle travaillait pas. Et donc, en fait, dès que l'été arrivait, à partir du mois de juin, en fait, on partait 3 mois chez mes grands-parents en Italie. Et donc, pour moi, qui habite à peu près vers Milan, mais dans la campagne, et donc pour moi, vraiment, les vacances, c'est descendre de l'avion ou alors, passer le Mont Blanc en voiture et entendre la radio italienne. Alors là, c'est le début des vacances. Et puis, mes grands-parents ont été hyper présents pour moi dans mon éducation et tout, parce que justement, on passait énormément de temps là-bas l'été et on était tout le temps avec eux. Et donc, je dirais que c'est l'Italie. Première étape chez mes grands-parents et généralement une deuxième étape plutôt à la mer. Et voilà. où en Italie? Bah, alors, pour mes grands-parents, c'est à côté de Milan, à la campagne. Et quand on allait à la mer, ça dépend. En fait, on a un peu tout fait, toutes les côtes qu'il y a, sauf la Sardaigne. On n'a jamais été. Mais sinon, Sicile, les Pouilles, même la côte maritime de Milan sur le donc côté en fait, là. Tu connais vraiment bien l'Italie, je pensais. Elle est italienne. Oui, mais quand même. Ouais, mais mes grands-parents et ma mère adorent, ils adorent leur pays. Donc, en fait, puis, enfin, il y a tellement de choses à voir. Ouais. Les plages, elles sont magnifiques. L'eau, elle est magnifique. Donc, en fait, ça suffit, quoi. L'Italie, du nord au sud, t'as des paysages complètement différents. Exactement, ouais. C'est un peu comme en France. Une gastronomie différente. Ouais, tout est très différent d'une région à l'autre. Ouais, bah oui. C'est plus. On préfère toujours là où on n'est pas. On n'est pas. Tout à fait. Bah oui, bien sûr. C'est trop facile. Après, je pense que je n'y habiterai pas. Mais pourquoi? Pour les vacances, Giorgia Meloni. Au hasard. Un gouvernement d'extrême droite. Au hasard. En même temps, j'ai envie de te dire. Ouais, oui, c'est vrai que là, attention. Non, mais puis bon, c'est vrai que je sais parler la langue, etc. Mais ça reste quand même. Moi, je suis née en France, j'ai fait toute mon école en France. L'Italie, pour moi, j'ai la double nationalité et tout, mais
je m'y sens pas comme chez moi vraiment, tu vois. C'est vraiment les vacances. Voilà. Okay. Mais bon, ça fait rêver. Pendant mes études, je m'étais quand même posé la question, est-ce que j'irais pas faire un Erasmus en Italie? Je pense que c'est une expérience que j'aurais appréciée, tu vois, d'autant plus ça aurait été simple pour le coup en ce qui concerne la langue, tout ça. Vraiment. Bon, je l'ai pas fait, c'était peut-être une erreur, mais bon, voilà. Mais non, c'est pas forcément un pays qui me fait rêver pour y habiter, quoi. Mais c'est magnifique. Ouais, je comprends. Ok, bon, ça. Très bien. Et toi, Sophia? Eh bien moi, alors je viens d'y réfléchir et du coup je vais totalement m'inspirer de ta réponse. Moi c'est Mayotte, je pense. C'est très simple pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis mahoraise, enfin ma maman est mahoraise et pour moi c'est la destination de vacances parce que c'est celle à laquelle je suis le plus allée. Comme toi en Italie, bon peut-être pas aussi souvent, mais quand même, j'y suis retournée régulièrement. C'est un poil plus loin quand même. C'est un poil plus loin effectivement. Il y a 8000 km seulement, mais après. Maintenant, c'est encore un peu différent parce que mes parents y habitent, et avant, ils y habitaient pas. Enfin, ça fait genre 7 ans qu'ils y habitent, alors que moi, j'ai grandi ici en métropole. Et du coup, quand j'y vais maintenant, c'est comme si je rentrais chez moi. Mais comme j'y ai pas grandi, il y a un peu ce double truc. C'est à la fois les vacances. Voilà, c'est ça. C'est les vacances parce que j'ai pas grandi là-bas et donc du coup j'ai pas mes repères comme tu dis que j'aurais pu avoir chez moi là où j'ai grandi en Moselle. Ça ne fait pas du tout rêver. Mais toutes les régions de France sont belles. Oui, tout à fait. La Moselle peut-être moins. C'est magnifique. Oui, les Vosges, ouais. Mais bon, la Moselle, très honnêtement, ça ne fait pas rêver, si je puis me permettre. Désolée à tous les Mosellans. Voilà, je vous aime quand même. Et tu y retournes souvent? J'y retourne. Alors, j'essaye d'y aller régulièrement parce que, comme dit, mes parents y sont et littéralement la moitié de ma famille y est. Donc ça c'est chouette. Là par exemple j'y vais en septembre. Enfin si tout va bien, si ma manager accepte mes congés. Non normalement j'y vais là bientôt. Tout à fait. Bah oui. Bon elle le sait déjà. Mais sinon oui c'est vrai que il y a un attachement et j'ai quand même un peu mes repères là-bas parce que j'ai déjà fait des stages là-bas. Enfin j'y suis déjà restée pour des durées assez longues, on va dire plus de 2 mois et tout. Et du coup, j'ai quand même mes repères, mais j'ai ce truc de détachement parce que je parle pas la langue, malheureusement, et parce que, comme dit, je n'y ai pas grandi, quoi. Et puis, c'est les plages paradisiaques, malgré le fait qu'en ce moment, l'ambiance ne soit pas la meilleure, j'avoue. Mais allez quand même à Mayotte parce qu'il faut du tourisme et il faut que cette île vive. Et c'est une superbe île qui est trop belle et les gens sont superbes. Et à chaque fois que j'y vais, vraiment, moi, je pense que je me sens en vrai comme chez moi. Parce qu'il y a mes parents, mais c'est vrai que c'est quand même une chouette destination et les gens sont tellement chouettes, voilà. Super. Et toi, du coup, Candice? Alors moi, ça va pas être. Je vois que c'est quand même très personnel là, les destinations, oui, c'est vrai. Les villes, les pays dont vous parlez. Moi, ça va pas être très personnel et ça va pas être très original non plus. Je vais vous parler de Grèce. Parce que pour moi, la Grèce, l'île grecque, ça reste. Mamma Mia. Voilà. Évidemment. La destination, la plage de vacances, là où le soleil te chauffe le visage, où le ciel est d'un bleu éclatant. Enfin, le ciel en Grèce, je pense que c'est le même que le ciel. Enfin, mais il y a quelque chose de tellement puissant dans ce bleu, je trouve, qui te donne envie de vivre. C'est vrai que le ciel en Grèce a l'air particulièrement bleu, je trouve. Et je trouve que c'est un endroit parfait pour se ressourcer, pour se détendre. J'ai toujours passé des bons moments en Grèce. Alors, la dernière fois que je suis allée en Grèce, c'était en 2020 ou 2021, juste après le Covid. Et donc, on était en famille, on était 4 à l'époque. On était encore en petit nombre. Et il n'y avait pas beaucoup de monde parce que les gens n'étaient pas partis. Et puis, il y avait beaucoup de démarches très compliquées. Il fallait remplir des formulaires. Enfin, à l'époque, voilà. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était incroyable. On avait fait Amorgos, Paros et l'île très belle, mais j'ai oublié, Amorgos, Paros, Mykonos, mais juste une nuit, et Santorin, forcément, Santorin. Et le fait d'être dans ces endroits-là qui sont d'habitude chargés de touristes, très peu de personnes, c'était incroyable. La gentillesse des Grecs, honnêtement, j'ai rien à dire. Et puis, évidemment, la nourriture. Ce que j'allais dire. Et puis, évidemment, la moussaka. La moussaka, la salade grecque, les olives. Enfin, c'est très cliché, mais c'est vrai que ça reste un incontournable. Je trouve c'est à 3 heures de chez nous, finalement, la Grèce. Et c'est super magnifique.
Tu me l'as bien vendu. Voilà. J'y suis jamais allée. Après, j'aimerais beaucoup retourner à Athènes. Ouais. J'aimerais beaucoup retourner à Athènes parce que j'aimerais beaucoup refaire le Parthénon. Je l'ai fait quand j'étais très petite et c'est tellement pour moi chargé d'histoire que j'aimerais beaucoup regravir ce Parthénon. Donc, mais voilà, la Grèce pour moi c'est vraiment une destination de vacances par excellence. Mais voilà, mais je n'ai pas de famille en Grèce, ni d'attache particulière, à part beaucoup d'amour pour le feta. Et des beaux souvenirs, peut-être. Et le fromage aussi, comment on appelle ça, le fromage que tu fais revenir. Ah, non, c'est pas très grec, le halloumi. C'est pas très grec. C'est vrai. Non. Bon, voilà, la nourriture est toujours excellente. Voilà. Oui, pur délice. Trop cool. Voilà, dites-nous, vous, quelle est votre destination de vacances celle qui vous représente le mieux. Prédilection. Voilà, de prédilection. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, pardon, j'y ai réfléchi et je pense aussi que je suis un peu Madagascar. Voilà. Oui, finalement, c'est la porte à côté, donc. Oui, de Mayotte, parce que c'est à côté de Mayotte et parce que aussi, désolée, du coup, je reviens sur mon truc, mais parce que c'est un mélange de plein de cultures différentes et je pense que moi-même, je suis un mélange de plein de cultures différentes. Voilà, c'est tout. Voilà, parenthèse fermée. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue avec l'objet même de LMK, qui est le kiff. Youpi. Notre kiff. Oui. En ce moment, c'est une période tellement kiffante. On sait même plus quoi. On a tellement de petits bonheurs qu'on voulait vous partager nos kiffs du moment. Et ils sont nombreux. Non, j'arrête avec cette ironie. Je vais commencer avec Morgane. Voilà, Morgane. Dis-nous. C'est vrai que l'actualité fait que, honnêtement, en ce moment, c'est quand même plus difficile, je trouve, de kiffer de manière générale. Oui, et puis de façon. Sans réfléchir, en fait. Et d'un autre côté, personnellement, au quotidien, je retrouve. Je me remets à apprécier des petits moments parce que justement ils viennent contrebalancer cette ambiance très lourde et très pessimiste et la peur aussi. Moi j'ai une petite fille et du coup la peur du futur qui l'attend. Donc il y a plein de petits moments de kiff jouer avec elle. Je suis d'accord avec toi sur ce toboggan, sortir dans le parc. Que la vie continue, les gens et en fait finalement t'apprécies aussi ces moments-là. Ouais, carrément. Et puis je pense que ça permet quand t'es militante et que du coup toute la journée t'es là, essayer de convaincre les gens, de faire le bon vote, le vote utile, le vote pour le futur, etc. En fait, c'est quand même très lourd aussi. On porte une responsabilité qui est énorme. Et je pense que retrouver du kiff dans les petites choses de la vie, ça permet aussi de retrouver un bout de temps. Tu peux nous dire ton gros kiff. Voilà, ça c'était un plus petit kiff. Franchement, c'est très ouvert. Non, mais fait vibrer cette semaine. Alors c'est très professionnel, mais donc moi effectivement je suis accompagnatrice de Plan Cash, on est une plateforme d'éducation financière et cette semaine, roulement de tambour, on a sorti notre application mobile. Bravo. Voilà. Bravo. 5 mois que je bosse dessus, des nuits blanches ces dernières semaines et ouais on l'a sorti il y a 2 jours auprès de 1000 et quelques bêta-testeuses qui sont nos investisseuses dans la boîte et les retours sont pour l'instant très bons et c'est vrai que c'est grave du kiff quand tu as travaillé pendant des mois sur quelque chose et voilà, de voir un résultat. Et puis que ça vive aussi, que les gens fassent du retour. Ouais, carrément. Et puis il y a une sensation de légèreté, non ? Une fois que le truc est sorti. À la fois, et en même temps aussi une responsabilité parce que c'est un bêta-test, ce qui veut dire que c'est pas l'application finale totale. Et donc, c'est-à-dire qu'on a aussi du travail encore à faire dessus. Donc c'est à la fois, je dirais que le premier moment c'est ce côté légèreté, genre ça y est, le truc est dans la nature, ça vit, ça va vivre un peu sans moi aussi, alors que jusque là c'était tu vois entre une toute petite équipe, les développeurs, mon associé, nos salariés, etc. Là c'est dans la nature et donc t'as cette liberté là. Et en même temps le deuxième temps c'est ok bon maintenant il y a une attente des gens parce qu'ils ont vu le début et donc elles attendent que notre communauté c'est 95% de femmes. Et donc maintenant, elles attendent en fait la suite. Et donc, on a aussi une responsabilité de pas les décevoir et de les rencontrer. Alors, si tu devais nous parler un peu plus concrètement de cette appli et de ce qu'elle propose et en quoi elle peut aider les femmes. Alors, en quoi on peut aider les femmes ? Ça, c'est une grande question. Ça, c'est, disons que, bon, je vais faire court, sinon on va être là pendant 1 heure. Je vais être sur ce sujet-là pendant 1 heure. Aujourd'hui, les femmes, elles ont moins de ressources économiques et financières pour tout un tas de raisons. Déjà parce qu'il y a la question des salaires, des écarts de salaire. Il y a la question aussi de la maternité qui fait baisser nos revenus de manière drastique. On a beaucoup moins de patrimoine aussi, donc on investit moins d'argent, que ce soit dans l'immobilier, en bourse ou que sais-je, etc. Quand il y a une séparation ou un divorce, nos revenus tombent beaucoup plus fortement que ceux de nos ex-conjoints. Je parle dans les couples hétérosexuels. Donc voilà, ce qui fait que de manière générale, les femmes ont beaucoup moins de ressources financières. Et pourtant, c'est elles qui en ont le plus besoin. Elles ont plus la charge des enfants. Elles partent elles ont des retraites beaucoup plus petites aussi. Elles vivent plus longtemps que les hommes. Etc. Donc, il y a vraiment une dichotomie là-dessus. Et
en parallèle de ça, l'éducation financière ne vise pas du tout les femmes. Les magazines féminins traditionnels, on va dire pas les magazines militants, mais les magazines féminins traditionnels, quand elles parlent d'argent aux femmes, c'est pour leur dire « Ouh, attention, c'est les soldes, comment tu vas économiser de l'argent? Attention, ne dépense pas trop. Enfin, en fait, on les met vachement dans une posture de dépendance à l'argent, de pauvreté. Et d'ailleurs, en fait, quand tu me parles, réfléchissez les dernières fois où vous avez entendu parler des femmes et de l'argent dans les médias, dans la société, c'est toujours pour placer les femmes dans une posture de dépendance, dans une posture de pauvreté. C'est très rare qu'on parle des femmes et de l'argent dans une posture en mode richesse, réussite, etc. Oui, après, il y a quelques têtes d'affiche qu'on va nous rabâcher à chaque fois. De plus en plus. Bah, c'est la fonction alibi, comme plein d'autres sujets dans la société. C'est en gros, on t'en montre une ou deux. Ah oui, comment t'appelles ça dans le livre? La fonction alibi. Mais non, c'est pas la schtroumpfette? Alors, ça peut être aussi la schtroumpfette. En fait, oui, c'est le fait que dans un environnement, peu importe lequel, t'as une ou deux, en tout cas très peu de représentation d'un type de personne. Ça donne alors, la fonction alibi, c'est le fait que du coup, la personne qui est en posture de pouvoir, donc si c'est une entreprise, c'est l'employeur, mais si c'est dans la société, bah, c'est les pouvoirs publics, c'est les médias, etc. En fait, on a l'impression que du coup, c'est bon, t'en as mis une ou deux, donc ça va, t'as répondu au cahier des charges, quoi. Et l'aspect schtroumpfette, c'est l'idée que, en fait, quand t'as qu'une seule personne, par exemple qu'une seule femme, ou qu'une seule personne noire, ou qu'une seule personne en situation de handicap, etc., dans un groupe, bah en fait, paradoxalement, tu ne vois que cette personne-là parce que, en fait, elle sort complètement du groupe, quoi. Et c'est ça la fonction, la schtroumpfette, ouais. Ouais, totalement. Et donc voilà, donc c'était un peu ça le point de départ de Plan Cash. Mon associée est journaliste économique, donc elle voyait très bien. Dans les médias comment ça se passait. Moi, j'étais coach en négociation salariale et on s'est dit, OK, en fait, on va répondre à ce besoin-là. Donc, on leur rapporte de l'information, on leur apporte de la formation, parce qu'une fois que tu as compris pourquoi c'est important de t'intéresser au sujet, bah, en fait, comment tu fais. Et c'est à ça que répond notre application mobile aujourd'hui. Mais je vais peut-être un peu jeter un pavé dans la mare. Est-ce que c'est pas juste les filles déjà qui sont un peu, on va dire, éduquées, CSP+, etc., qui vont aller plus vers ce type de contenu? Alors, pas chez nous, pour le coup, parce que justement, on a aussi un parti pris qui est très militant, qui est d'essayer de s'adresser au plus grand nombre. On traite de sujets qui sont pas seulement des sujets de... parce que la question de l'investissement, c'est-à-dire que déjà, tu as un peu de revenus. Oui, même la crypto. Enfin, tu vois, tous les trucs qu'il y a eu autour de la crypto, tout ça. Ouais. Enfin, je veux dire, en fait, on repart vraiment de zéro. C'est-à-dire qu'on apporte aussi, tu vois, on parle aussi des aides sociales. Comment est-ce que tu vas les chercher? Comment est-ce que tu arrives à t'en sortir avec un budget, tu vois, quand tu es au SMIC, comment est-ce que tu fais pour essayer de trouver les petites ficelles? Comment tu arrives à économiser? Donc, en fait, on part vraiment aussi de zéro. Et après, petit à petit, on monte en compétences et on apprend un petit peu. Donc, parmi les femmes qui vous suivent, il y a aussi des femmes qui sont de tous milieux sociaux. Absolument. Ouais, absolument. On a, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, on fait une étude d'impact pour savoir un petit peu qui on adresse. Et on a autant des femmes qui ont, par exemple, la capacité d'investir 10 € par mois que des femmes qui, en fait, investissent des milliers d'euros tous les mois, quoi. Donc, on a vraiment de tout. On a des personnes qui travaillent dans le privé, on a du public, on a des personnes qui sont au chômage, qui sont sans emploi, qui sont mères au foyer. Enfin, c'est vraiment très large. On a des étudiantes. Donc, c'est effectivement très large parce que, justement, on a cette volonté d'inclusion vraiment générale et qu'on produit du contenu aussi qui permet d'inclure, on vulgarise beaucoup de choses, on apporte des petites astuces du quotidien et aussi des choses plus larges de comment je fais fructifier mon argent en bourse, etc. Donc on essaye d'adresser vraiment toutes les femmes. On va faire un petit sondage. Est-ce que vous investissez, vous? Est-ce que vous investissez? Est-ce que vous épargnez? Vous en êtes où? Alors, moi, personnellement, ça va aller très vite. Hein. Je n'investis pas du tout. En revanche, c'est pas que j'épargne, c'est que je mets l'argent de côté. Je mets de côté, quoi. Voilà, comme je peux. Bon. Bah, c'est de l'épargne. Oui, depuis que tu travailles, depuis toujours. Depuis que je travaille, ouais. Bah, j'essaye en tout cas parce que après, mes parents ont toujours mis de côté, m'ont toujours mis un compte de côté depuis que je suis petite, quoi. Mais du coup, j'essaie de l'alimenter. Donc ça, c'est le compte que je peux pas ouvrir, quoi. Et j'en ai un autre qui est un fonds à la fois d'urgence et à la fois de vacances / plaisir. Enfin bon, voilà. J'ai un peu tout mélangé, mais j'essaye quand même de me dire... Il y a une somme qui est virée automatiquement Pas automatiquement, parce que je fais en fonction de si je sais que je vais dépenser beaucoup dans le mois ou pas. Donc si je vais en début de mois, donc tu vas le virer plutôt en début de mois, ouais. En début de mois, parce qu'en fin de mois, je sais qu'il va me rester, parce que si je vois que j'ai encore beaucoup d'argent sur mon compte, le 20 du mois, je suis là genre, let's go, c'est parti. Alors que si je mets vraiment au début du mois, je sais que j'y alloue un budget et que j'ai pas le droit, entre guillemets, d'y toucher à part si vraiment il y a eu une merde ou quoi que ce soit dans le mois. Mais je me dis, allez, je mets, je sais pas, je dis n'importe quoi, 250 € de côté et j'ai pas le droit d'y toucher. Mais si je sais que je vais partir en vacances, je mets pas grand chose, quoi. Il y a des mois où je mets 50 €, quoi. Voilà. Mais
c'est déjà bien. Bah oui. Et ça, t'as l'impression que ça a été transmis aussi, c'est des valeurs qu'on t'a transmis. Enfin, je veux dire, cette idée de faire attention, d'être indépendante, de pouvoir. Ouais, je pense parce que, enfin, j'ai grandi dans un foyer pas du tout pauvre, mais vraiment pas riche, quoi. Et mes parents ont pas galéré, mais disons que, enfin, je vois le chemin que mes parents ont fait. Maintenant, mes parents sont vraiment bien parce qu'ils ont investi et nana quand ils étaient jeunes. Et puis, à l'époque, c'était plus facile et c'était c'était autre chose. Mais c'est vrai que je sais ce que c'est que, entre gros guillemets, d'être en galère. Je pense que je suis quand même privilégiée, mais voilà. Et du coup, je fais toujours en sorte d'avoir un petit backup au cas où, pour ne pas avoir à compter sur mes parents, parce que je sais que je peux compter sur eux, mais j'ai pas envie d'avoir à compter sur eux et je veux être quand même un maximum indépendante. Donc j'essaie d'avoir ce backup. Et toi, Ariane? Et toi? C'est une cata, moi, j'ai honte. Alors, rappelons ton âge, Ariane. J'ai 25 ans. Oui, on a toutes les deux 25 ans. Tu ne pas avoir honte. Hein. Bah, en fait, déjà, j'ai pas de compte épargne. J'ai vraiment que un compte courant, voilà. En même temps, voilà, enfin, je veux dire, oui. Après, rien ne t'empêche de le faire maintenant. Hein, non, mais je sais, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas. J'ai pris des rendez-vous et tout à ma banque, et puis finalement, je le fais pas. Ta banque, c'est pas le meilleur. Enfin, désolé s'il y a des banquiers, des banquières qui nous écoutent, mais ta banque, c'est vraiment pas le meilleur. Alors, conseiller. Ouais, en fait. Ouais, j'imagine. C'est pas pour être désagréable, mais souvent les banquiers ont aussi des chiffres à faire, vont essayer de te vendre des produits qui forcément, te correspondent pas forcément, etc. Parce qu'en fait, à la fin du mois, ils doivent prouver qu'ils ont vendu tant de PEA, tant de machin, tant de bidules. Et c'est pas forcément des gens qui sont là pour faire ton éducation financière, et donc ils vont pas forcément t'expliquer bien en détail, ou ils te filer des contrats où tu comprends rien, enfin personne comprend rien. Donc voilà, je me permets, mais ta banque c'est peut-être pas le meilleur. On fait comment si on demande pas à la banque? Bah pour le coup, alors je prêche pour ma paroisse bien sûr, mais typiquement des acteurs comme Plan Cash, mais comme plein d'autres, on est pas mal aujourd'hui. Alors faut faire toujours très attention auprès de qui tu récupères tes informations, faut vérifier un petit peu le passif des personnes. Faut être sûr que c'est des personnes sérieuses et pas des bienvenue jeune entrepreneuse, t'apprendre à devenir riche en 10 jours. Vaut mieux éviter. Et puis il faut croiser tes sources aussi. Bah ça dépend, pas forcément. Je pense que si tu arrives à t'éduquer un petit peu en dehors de ta banque, déjà ça va te permettre aussi d'avoir un regard sur ta banque. Est-ce que c'est forcément la banque qui est faite pour toi? Est-ce qu'elle correspond à tes valeurs? Est-ce que les produits ou les tarifs qu'elle te propose en fait correspondent à ta situation? Est-ce que tu vois les services qui sont mis à disposition te correspondent aussi? Peut-être que justement en termes d'éducation, tu vas peut-être te rendre compte que c'est peut-être pas la banque pour toi. C'est vrai que je me rends compte que moi je me suis jamais posé la question parce que c'était la banque de mes parents et qu'en fait j'ai continué comme ça, quoi, mais comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement comme tout le monde. Ouais, carrément. Et après effectivement, forcément, tu auras un contact avec ta banque pour ouvrir un compte machin, mais par exemple un compte épargne aujourd'hui, tu sais te faire en ligne. T'as pas besoin d'avoir accès à ton banquier, tu vois. Et après, il y a... Alors, et tu fais un petit blocage? Bah... Ou tu penses que t'as pas assez d'argent? Ma relation, elle est bizarre. Ma relation à l'argent, elle est bizarre. Pourquoi? Pour le coup, je viens d'une famille qui, quand j'étais petite, était très aisée. Mais mon père a un rapport à l'argent qui est hyper étrange. Ma mère était femme au foyer. Il exerçait clairement des violences économiques sur ma mère parce qu'il lui donnait de l'argent vraiment un tout petit peu par tout petit peu alors qu'il gagnait très bien sa vie. Et donc, ma mère était toujours stressée. Mon père, qui gagnait très bien sa vie, je le sais maintenant, à l'époque, je le savais pas parce que j'étais enfant, donc j'avais pas vraiment le regard, voilà. Mais je pense qu'il était lui aussi très stressé parce que, je sais pas, il avait une famille à faire vivre et il était le seul à percevoir un salaire. Et donc, je le voyais tout le temps faire ses comptes en permanence. Le week-end, il faisait tout le temps ses comptes. Et alors, il disait, on va finir sous les ponts. C'est que si on continue comme ça, c'est pas possible. Éteignez la lumière. On va trop dépenser. Alors que... On n'est pas à Versailles vraiment, ici. Vraiment. Que disent les gens qui vivent à Versailles? Ouais, vraiment. Et donc, oui, donc ça a un peu, à mon avis, créé une sorte un peu de phobie, finalement. Une phobie administrative, une phobie d'épargne, quoi. Un peu. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai vraiment peur de manquer. Et en même temps, je fais rien pour faire fructifier l'argent que je mets de côté. Donc, je suis pas du tout dépensière, je dépense quasiment rien, vraiment quasiment rien. Donc, tu as beaucoup d'argent sur ton compte? Non, j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, j'ai un peu d'argent de côté. Ah non, pas du tout. Mais il est de côté, du coup, sur ton compte? Oui, sur mon compte courant. Oui, donc il est pas de côté, en fait. C'est horrible. Mais ça, c'est un truc j'ai une note iPhone. J'ai une note iPhone où tous les 26 du mois, je note mon solde et comme ça, je sais combien j'ai réussi à mettre de côté. Ah bah tu mets de côté, hein. Oui, je mets de côté, mais c'est pas sur un autre compte, quoi. Courant. Mais déjà un seul compte, donc.
Oui, j'ai un seul compte. Il y a beaucoup de personnes comme par exemple Sophia et moi. Moi, effectivement, moi j'ai fini à 0 et c'est normal, quoi. Enfin, tu vois. Ah bah oui. Si tu finis pas à 0, effectivement. Ouais. Mais moi j'ai 3 comptes différents. J'ai mon compte courant, j'ai un compte où je mets de côté, je sais que je peux piocher dedans entre guillemets pour les vacances machin, et le compte le PELT, donc le plan épargne logement. Et puis tu mets, il est bloqué, donc tu peux pas y toucher. C'est pour les investissements vraiment dans le futur, quoi. Alors, c'est pour l'immobilier du coup. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Mais après, mais en fait, finalement, t'as quand même pas mal. Mais oui, il faudrait que t'arrives j'arrive à mettre de côté, mais c'est juste que j'ai pas de stratégie, quoi. Mais en fait, alors, avant d'avoir une stratégie, si je peux me permettre, ce qu'il te faudrait, c'est déjà que tu explores cette relation à l'argent. Et d'ailleurs, on devrait tout faire à un moment donné. C'est vraiment c'est une porte d'entrée, quoi. Et on débloque tellement de choses comme ça. Ouais. Mais après, c'est pas forcément une stratégie. C'est aussi, en fait, c'est des choses qui s'apprennent. Je veux dire, on a l'impression que le monde financier, c'est un espace un peu mystérieux, c'est que pour une petite bande d'avertis qui jouent au golf le week-end, qui traînent dans les country clubs, etc. En fait, ça peut être accessible à tout le monde et ça s'apprend de manière hyper concrète. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez Plancage, c'est qu'on apporte justement cet apprentissage. La première leçon qu'on a mise sur l'app, c'est justement explorer ton esprit financier, comprendre un peu ta psychologie financière. Voilà, c'est vraiment des micro-contenus, c'est hyper accessible. Si tu veux, je te les pousserai, tu pourras creuser un petit peu ça. Mais et ça peut, par exemple, te rassurer parce que tu as commencé en disant j'ai honte, et je pense que c'est un sentiment que beaucoup de personnes ont par rapport à l'argent, la honte ou la colère, etc. Et moi, j'ai 35 ans. Je pense qu'avant l'âge d'à peu près 32 ans, j'étais un panier percé total. Je finissais tous les mois à 0, mais c'était pas de manière positive. C'est pas que j'avais mis de l'argent d'épargne de côté ou quoi. C'était en mode, j'avais tout claqué. Et là, tu vois, en l'espace de 4-5 ans, j'ai investi, j'ai de l'épargne de côté. J'ai fait de l'épargne pour ma fille. Et en fait, tu vois, il y a une expression qui dit le meilleur moment pour apprendre à gérer ton argent, c'était hier. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Jamais trop tard. En fait, 25 ans, c'est hyper jeune encore. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Mais même, c'est des personnes qui ont plus, 40, 50, 60 ans. C'est encore le bon moment. C'est clairement encore le bon moment pour s'y mettre. Mais en fait, je pense que je suis biaisée parce que du coup, je viens d'un milieu très aisé et j'ai encore beaucoup d'amis qui sont très aisés parce que c'est mes amis d'enfance, quoi. Et donc, par rapport à eux qui sont hyper aidés par leurs parents, hyper soutenus, j'en ai qui sont déjà propriétaires, je me dis oula, alors qu'en fait non, on se compare, quoi. Déjà je me compare et en plus oui, t'as pas le référentiel des gens normaux, quoi, clairement. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que j'ai un peu honte, je pense, parce que à la fois ma famille quand j'étais petite était très aisée, mais notre capital financier il s'est effondré. Parce que, bref, mon père a changé de secteur, ça n'a pas marché, etc. Et donc, mes parents, aujourd'hui, peuvent pas m'aider comme les parents de mes amis m'aident. Donc, j'ai toujours dû me débrouiller. Et mes amis, toujours outrés quand je leur disais mais comment ça, tu payes ton ordinateur pendant mes études, tu vois. Bah oui, comment ça, tu travailles alors que tu vis dans le 8e? Bah ouais, mais en fait... c'est de gens beaucoup plus riches. Pareil. Ouais, pareil, j'ai grandi avec des gens très riches autour de moi, ouais. C'est vrai. Bon, je vais finir avec moi pour vous dire, moi, ma façon d'épargner. Ouais. C'est pas la meilleure non plus. C'est pas terrible non plus. On va dire que j'ai toujours mis de l'argent. En fait, moi, j'ai mis de l'argent. J'ai toujours mis de l'argent de côté, mais vraiment des petites sommes. Après, j'ai pu, avec divers boulots, divers chemins de vie, percevoir des sommes importantes à des moments de départ de travail, donc avoir pas mal d'argent qui rentre. Mais là, clairement, depuis que j'ai eu mes jumeaux, j'arrive plus du tout à mettre de côté. Tu m'étonnes. On est vraiment, je sais, même j'arrive, et donc c'est vraiment mon mari qui s'occupe de mettre de l'argent sur les comptes des 4 enfants, etc. Bon, après, on est propriétaire, donc forcément, mais voilà, il y a une partie de mon salaire qui, évidemment, on a un compte commun, etc., qui va sur le compte commun, mais après, une fois que le salaire passe sur le compte commun, le reste est dépensé, avalé par le quotidien, et ne serait-ce que pour il faudrait qu'effectivement j'arrive à mettre ne serait-ce que 100, 150 euros sur un compte, mais là, je l'ai pas fait. Et alors, c'est une question qui est un peu intrusive et du coup, t'es pas obligée de me répondre, mais vous faites 50-50 avec ton conjoint? Ah non. Ok. Donc déjà, il y a une forme de prorata que vous avez mis en place. Bien sûr. Il y a une forme de prorata, bien sûr. Il gagne plus d'argent que moi, donc forcément, oui, non, bien sûr. C'est bien. Mais le sujet de l'argent est toujours un sujet qui cristallise. Il faut dire, dans le couple, c'est un truc qui... on a toujours des choses à reprocher à l'autre, etc. Mais
Mais souvent, ma mère me dit, tu devrais quand même remettre de l'argent de côté. Vous savez, ma mère, quand j'étais petite, je me souviens qu'elle mettait des pièces de 10 francs. C'était il y a très longtemps, elle mettait des pièces de 10 francs dans une boîte. J'ai un souvenir, je la vois en train de mettre des pièces de 10 francs dans une boîte. Donc ça fait très longtemps. Voilà, mais je ne perds pas espoir de m'y remettre. Mais bon, voilà, après, il y a l'appartement, donc j'ai quand même, voilà, il y a du patrimoine. Du patrimoine. Alors que moi, j'ai vraiment été éduquée, pour le coup, dans une... Moi, mes parents, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, etc. Donc pas du tout avec cette idée d'investir dans l'immobilier, etc. C'est vraiment la rencontre avec mon mari, etc. qui m'a fait prendre conscience de l'importance, etc. J'étais pas du tout dans cette optique. Voilà. Ouais, je comprends. Et toi, Morgane, du coup, qu'est-ce qui a été ton déclic, entre guillemets, je sais pas si tu entre 32 et voilà. C'est ça, 32 ans. 32 ans. En fait, c'est à peu près à cet âge-là que j'ai commencé à être vraiment coach en négociation salariale. Ok. En fait, je m'étais rendu compte que de manière complètement anecdotique, j'étais très bonne pour négocier mon salaire. Donc, j'étais plutôt bien payée. Et par contre, je claquais tout. Et donc, je coachais des femmes pour gagner leur salaire. Mais en fait, je me rendais compte qu'il y avait quand même, tu vois, il y avait un truc, c'est cool d'avoir un bon salaire, mais derrière, si tu claques tout, que t'épargnes rien, enfin, que t'es en galère tous les fins de mois, alors qu'en fait, factuellement, tu fais partie des personnes qui gagnent bien. Il y a un sujet, quoi. Et donc, c'est vraiment ça où je me suis dit, OK, en fait, ça va falloir que je m'éduque. Et j'ai mis les dents, et c'est comme ça. Après, moi, je viens d'une famille... enfin, mes parents sont divorcés. Du côté de ma mère, c'était confortable, mais c'était pas spécialement riche. Mais voilà, il y avait pas de... Enfin, je me rappelle de ma mère qui, par exemple, au supermarché, va chercher quand même les trucs les plus bas. Tu sais, c'est comme ça que j'ai appris que les prix les plus bas au supermarché sont en bas. Non, parce qu'il y a des trucs comme ça, effectivement, qui nous restent. Ouais, carrément. Des réflexes. Exact. D'ailleurs, dans le supermarché, maintenant, c'est ce que je fais, quoi. Je fouille derrière, je vais en bas, chercher les trucs les moins chers. Et mais du coup, elle était plutôt, par exemple, du genre à dépenser à l'émotionnel, tu vois. Donc, par exemple, le week-end, on allait faire du shopping. Alors, factuellement, on n'avait pas besoin de fringues, on n'avait besoin de rien, mais on allait faire du shopping et c'était le bon moment qu'on passait ensemble. Ce qui fait qu'en fait, finalement, à l'âge adulte, quand j'étais genre déprimée ou tu vois, et ben en fait, l'argent que j'avais, j'allais le claquer en fringues, en machin, en sortie, etc. Parce que j'avais repris cette mauvaise révélation là. Ça fait quand même du bien. J'ai grave ça. Ça fait quand même du bien. Moi, franchement, quand je suis, je sais que c'est pas du tout bien de le dire, mais moi, ça me fait vraiment du bien. En fait, c'est la dopamine. En fait, quand tu fais du bien m'acheter des vêtements. Quand tu fais un achat, ça sécrète une dose de dopamine et ton cerveau adore ça. Et donc, en fait, il faut recréer, si tu veux, la situation qui va déclencher cette dose de dopamine. Mais tu vois, quand j'achète des pommes de terre, ça fait pas le même effet que quand j'achète un jean. Ouais, c'est clair. Si tu veux. Ou des yaourts, parce que j'achète beaucoup de yaourts. Tu achètes la pomme de terre ou tu achètes le yaourt par nécessité, pas par envie. Oui. Et tu vois, du coup, ça te déclenche pas la même dose de bonheur, de dopamine. Toi, quand tu vas à la Biocop. Moi, j'adore. J'ai une dopamine folle quand je vais à la Biocop, mais ça me suffit. J'achète très peu de vêtements. Mais en fait, j'ai tellement peur de manquer. Vraiment, j'ai trop peur parce que si demain j'ai 0 €, je sais pas comment je fais. Je sais pas à qui je demande. Donc, il y a un petit traumatisme de ton père en train de faire ses comptes. Effectivement, parce que je pense que comment dire, le fait qu'il exerce vraiment des violences économiques sur ma mère, c'est-à-dire qu'il lui disait pas combien il gagnait, il y avait pas de compte joint, c'était il y avait une sorte d'exploitation aussi. Exactement. Exactement. Ça dingue. Donc je sais pas, je me contente de la Biocop, ou alors vraiment quand je suis déprimée, c'est bubble tea, un café un peu cher, tu vois, ça me fait vraiment du bien, ou un livre, mais ça me suffit. Pareil, cher. Bon, le livre, la bonne nouvelle, c'est que ça dure et qu'en plus ça enrichit l'esprit, etc. Le bubble tea, tu peux le revendre derrière si j'adore. jamais. Mais bon, les boules de tapioca là. Ouais, je sais, mais bon, justement, Ariane, ton kiff de la semaine, du moment. Alors, ça n'a rien à voir avec les billes de tapioca pour le coup, mais ça a un peu à voir avec le contexte actuel parce que, politique je veux dire, parce que je vais vous parler des viewing parties de Drag Race France que je fais depuis que ça a commencé, donc il y a 4 semaines, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Il faut savoir que Drag Race France, donc pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est une compétition de drag queen qui est diffusée sur France 2 en deuxième partie de soirée. C'est déjà la 3e saison en France et les premières saisons, les 2 premières saisons, il y avait une hype qui s'est créée au fur et à mesure, mais on pouvait encore trouver des viewing parties, donc c'est des soirées, si vous voulez, dans des bars, dans des restos, dans des lieux comme ça, qui mettent des écrans et projettent l'épisode de la semaine. Tu bois un coup avec tes potes, c'est super parce qu'il y a une super ambiance, etc. Mais comme ça fonctionne très bien en France, la saison 3, les bars et les restos ont commencé à faire payer l'entrée.
Parce que normalement, c'est gratuit. Tu vas dans un bar, tu regardes le truc, tu consommes. Payer l'entrée ? Ouais, aussi parce que les bars ont commencé à embaucher de plus en plus de drag queens pour commenter l'épisode, faire des performances, etc. Donc, c'est des artistes qu'il faut payer. Ouais, c'est logique. Ils augmentent leur consommation et donc, du coup, ils pourraient payer les performeurs avec le prix de consommation. Tout à fait. Puis surtout qu'on est sur des prix, on te fait pas payer 5 € pour tipser les queens, c'est vraiment 20 balles la soirée, quoi. C'est énorme. Et plus les consos. Que depuis cette année ? De plus en plus, en tout cas. Mm-hmm. Et donc les 2 premiers épisodes, on était un peu déçus, on savait pas où aller. Là-bas c'était payant, donc là où c'est pas payant, c'est blindé de monde. Tu peux pas t'asseoir, c'est impossible. Tu fais la queue au bar pendant 2 heures. Enfin voilà, donc tu profites même pas de l'épisode en fait. Et grâce à Mathis que vous connaissez, qui était l'ancien responsable podcast de Mademoiselle, j'ai découvert que le drag king Père Eustache fait des viewing parties dans une cave, dans un bar c'est quel arrondissement ? Je dirais que c'est le premier, mais je suis pas sûre. Dans un bar qui s'appelle le Caverne. Et les viewing parties sont gratuites. De toute façon, tout le monde va venir. Ouais. Écoutez, venez, il y a de la place parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Et Père Eustache est hyper drôle. Donc, c'est le personnage de Père Eustache, comme son nom l'indique. C'est un père catholique qui officie des messes drag, on va dire. Et donc, c'est hilarant parce que en chaque début de viewing party, il fait communier le public avec des chips, avec des Pringles. Ça, c'est vraiment hilarant. Il fait toujours une petite perf. Et quand il commente l'épisode, c'est vraiment très drôle. Et le plus, c'est que au début on va dire à la moitié de l'épisode, on parie pour la queen qui va gagner ou perdre. Ça dépend des épisodes. On parie sur celle qui va gagner ou perdre. Et si tu as raison, tu peux gagner un shot. Donc, c'est un plaisir. Et donc voilà, je suis ravie d'avoir découvert cet endroit et Père Eustache parce que en vrai je fréquente beaucoup la scène drague à Paris, mais j'avais jamais vu Père Eustache, même si je le connaissais de nom. Et Père Eustache vient dans le bar, c'est ça, à l'occasion du truc. Ok. Voilà, c'est lui qui présente la soirée, il présente l'épisode, il critique les queens, c'est super. Il fait des blagues et tout. Et j'ai aussi découvert que Père Eustache a une chorale. Et vous savez à quel point pour la chorale. L'amour pour la chorale. J'ai fait de la chorale pendant des années. Ma première prise de contact avec la musique live, on va dire, c'était à la chorale en primaire, etc., etc. Et j'ai appris que donc Père Eustache a une chorale qui s'appelle donc la Queerale et qui fait des concerts à Paris, mais des trucs. C'est pas genre on va dans une salle des fêtes et on chante 3 chansons. Non, c'est un truc, la musique est live, il y a des musiciens, ils reçoivent des invités, des solistes, qui chantent accompagnés de la chorale, il y a des arrangements spéciaux, c'est dans des salles. J'y suis allée donc pour la première fois le week-end dernier, et c'était au Café de la Danse, donc je sais pas si vous voyez cette salle de spectacle à Paris. C'est pas une petite salle, franchement, il y a de la place, il y a il y a une fosse qui est assez grande. C'est vers Bastille, là, c'est ça ? Ouais, c'est à Bastille, il y a des gradins, donc tu peux être assis. Il y a un balcon et tout, c'est grand et c'était blindé de monde. Et c'est vrai que mon rêve d'y aller. J'ai beaucoup participé à des chorales, mais j'ai vu très peu de spectacles de chorale en fait, parce que à part les chœurs de l'opéra ou les trucs comme ça, en vrai, j'ai pas trop assisté à des représentations de chorale et c'était vraiment iconique. Parce que par rapport au chœur que je connaissais du conservatoire, où c'est très guindé, il y a vraiment des normes très précises, etc. Là, tu sentais que ils sont tous là. Je sais pas, ils s'amusent et à la fois c'est très précis, franchement c'est très carré, ils chantent hyper juste, leurs harmonies, les pupitres, ils les connaissent, etc. Mais ils vont chanter genre Billie Eilish, ils vont chanter Miley Cyrus et c'est super, c'est hyper bien arrangé. Je sais pas exactement qui fait les arrangements, mais je pense que c'est principalement Père Eustache. Oh, Slay. Ouais, je pense que c'est principalement Père Eustache. Et voilà, sachez que la spirale. J'ai longtemps cherché une chorale un peu queer et tout à Paris et j'en avais pas du tout entendu parler jusqu'à ce que Delphine, notre collègue vidéaste, m'en parle. Et sachez que les prochaines auditions sont en août. Donc oh là là, Ariane, si tu n'y vas pas, non mais je vais y aller. Mais c'est juste que je pense que ils sont à peu près une 50aine de choristes et je pense vraiment que c'est très prisé. Je pense qu'il y a énormément de monde qui veut le faire. Mais j'ai presque envie de les passer avec toi. Pourquoi pas. Et donc voilà. Et c'est quand leur prochaine représentation, tu sais ou pas ? Alors, la Queerale, c'est un projet qui dure 4 mois. En gros, c'est par salve de 4 mois. Pendant 4 mois, ils préparent leur concert et à la fin de la saison,
de ces 4 mois-là, ils donnent leur représentation. Ils sont aussi présents. Une seule ? Il y a une seule grosse représentation avec vraiment des invités, la musique live, etc. Mais sinon, ils sont aussi beaucoup présents en manif. Ils sont beaucoup présents pour des événements caritatifs. Trop bien. Et voilà, en gros, ils se représentent pour ce genre de choses gratuitement, quoi. Ouais. Mais leur plus gros spectacle, c'est une fois au bout des 4 mois qui composent la saison. Je veux faire Donc ça. c'est à peu près 2 fois par an, je pense. Donc t'as passé une super soirée. J'ai passé une super soirée. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont invité, donc je n'ai pas payé l'entrée. Mais je vous jure que là. Ah non, c'est la Queeral dont tu parles. Oui. Okay. Oui, leur concert est payant. D'accord. Par contre, effectivement, Père Eustache. Oui, la viewing party est gratuite. Et voilà. Ça, c'est super. Donc voilà, mes kiffs, j'ai fait 2 kiffs en un. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. En tout cas, ça donne envie. Ouais, c'est clair. Franchement, ouais. Et franchement, ça fait du bien d'avoir des espaces comme ça dans le contexte actuel. Ouais. Et surtout, c'est des espaces qui sont très précieux et on se rend compte à quel point c'est fragile et à quel point potentiellement ça peut disparaître. Parce que donc, je l'ai pas dit, mais ça semble évident, la Queeral, en gros, c'est une chorale composée de, comme on dit, TPG, Transpédéguine. Et c'est des espaces dont nous, on a besoin. C'est des espaces... c'est aussi des représentations dont les gens ont besoin. Les gens aiment venir voir des spectacles, pas forcément de l'art queer, mais de l'art en général. Et c'est vrai que la culture, c'est menacé par l'extrême droite, en fait. Si vous le savez pas, je vous l'apprendrai. Et donc, soutenez la culture, votez contre l'extrême droite par pitié. Voilà, merci beaucoup. Trop bien, merci pour ce kiff, ça m'a tellement donné envie, je suis jalouse. Allez voir la Queeral, c'est vraiment exceptionnel. Aussi, en nous parlant de ton kiff. Peut-être, j'espère en tout cas. C'est quoi ton kiff ? Alors mon kiff, moi, c'est bien moins culturel, mais voilà. Alors moi, le week-end dernier, je suis allée à Malaga. Je suis allée rendre visite à une copine qui habite là-bas depuis novembre dernier parce qu'elle voulait aller travailler là-bas, elle travaille dans la traduction. En tout cas, elle voulait aller en Espagne et donc je suis allée lui rendre visite et c'était absolument génial. Alors moi, j'avais une image un peu biaisée, je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais voilà, de Malaga et même du sud de l'Espagne en général. C'est-à-dire vraiment, ça fait que la teuf et tout. Ouais, moi aussi j'ai cette vision. Après, je dis ça, genre Marbella, un peu bétonné, dégueulasse quoi. Exactement, pas forcément hyper beau. Juste il y a la plage, mais bon, il y a rien à voir, machin. C'est nightlife quoi. Ouais. Exactement, que nightlife. De l'Espagne à Séville quand même. Oui, c'est sûr, ouais, c'est vrai. Mais il y a pas la mer là-bas, non ? Si. Oui. La mer à Séville. Pas proche, mais bon. Toi, tu voyais le côté station balnéaire. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Un peu pardon de le dire. Voilà. Oui, non, j'allais dire un peu kéké, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà. Ouais. Et donc, ça a été une révélation. Et ça a été une révélation. Bon, je dis ça, je suis sortie les 2 soirs où j'étais là-bas. Mais quand même, c'est vraiment une destination qui est très, très belle. Je trouve que il y a des chouettes choses à voir. Alors, j'ai pas énormément visité, malheureusement. Mais, j'aurais aimé plus visiter, en vrai. C'était très, très beau. Et la température était idéale. Le temps était idéal. J'espère que vous avez la rêve. Non, franchement, je m'attendais à ce qu'il fasse genre 35 degrés et tout. Et non, il faisait genre 28. C'était superbe. Okay. Avec un petit vent, le vent de la mer. Oh, c'était génial. Et puis, alors par contre, il y a beaucoup de Français là-bas. Bon, c'est pas très grave en vrai, parce que j'ai l'impression que peu importe où je pars en vacances, il y a toujours plein de Français. Ouais, c'est clair. Les Français envahissent le monde. Ouais. Bon, après, je dis ça, je suis française aussi, mais enfin. Et du coup. En Thaïlande, franchement, il y avait voilà, quand on était en Thaïlande, il y avait que des Français. Ouais. C'est quand même fou. Ouais. Enfin, arrêtez d'aller là où je vais. Enfin, en pouvoir d'achat. Hein. Bah ouais, c'est ça, tout simplement. Ouais. Et non, vraiment, c'était très très chouette. De Morgane. Comment ? Grâce au conseil de Morgane. Voilà, exactement. Non, c'était vraiment une chouette destination. Je conseille pour les gens qui aiment visiter. Il y a quand même des musées qui sont chouettes. Il y a le musée, je sais plus. Mince, bon, j'ai plus les noms, vous retrouverez sur Google. Mais il y a des chouettes musées et on mange bien. Et moi, j'étais jamais allée en Espagne. C'est vrai. Alors, j'étais allée à Tenerife, c'est une île espagnole, mais c'est pas l'Espagne territoriale, quoi. Donc, c'est pas, voilà. Donc, j'étais jamais allée dans la, entre guillemets, gros guillemets, vraie Espagne. Et en plus, Tenerife, c'était pas pareil, parce que quand j'y étais allée, c'était un voyage solo, c'était encore un peu le Covid. Il faisait
il faisait genre 22 degrés. Enfin, c'était pas du tout ambiance. Tenerife, c'est pas l'Espagne. Moi, j'y vais tous les ans et c'est. Ouais, c'est pas tout à fait l'Espagne. Bon, on y parle espagnol, et moi, vu que j'ai fait allemand LV2, c'est parfait. Donc vraiment, et c'était trop bien d'ailleurs de voir ma copine parler un espagnol parfait et moi essayer de choper des petits mots par-ci par-là et ne rien comprendre en conversation avec ses potes ou avec le Uber ou quoi que ce soit. Et vraiment, mais par contre, ce que j'adore aussi quand je pars en vacances dans des pays qui ne sont pas francophones, c'est quand je parle anglais à des gens et qui me disent oh, mais tu parles super bien anglais et que je suis là je sais alors que en vrai je trouve d'ailleurs que je parle mieux anglais quand je suis alcoolisée que quand je ne le suis pas, ce qui est hilarant. C'est normal, ça désinhibe. Mais ouais, c'est fou. T'as plus cette honte du français qui parle avec un accent. Alors, est-ce que ça te désinhibe ou est-ce que c'est plus parce que notre jugement il est complètement altéré? Peut-être aussi. Peut-être que mon jugement est effectivement très altéré. Mais là, c'était des anglophones qui m'ont dit que je parlais très bien anglais. C'est pas la première fois, donc du coup, je me suis sentie saucée, quoi. Je me suis dit non mais je pense qu'il y a vraiment un truc de quand on n'a pas peur, parle, quoi. Voilà, moi quand je parle anglais, j'ai vraiment un truc de bon, faut pas trop que je me la pète en ayant un bon accent. Du coup, je vais quand même garder un peu l'accent français parce qu'il y a grave ça à l'école. Ouais. Enfin vraiment, quand t'es en cours d'anglais et que tu t'essayes de donner le meilleur de toi-même et de parler avec un accent plus ou moins correct, les autres sont là, elle se la pète trop. Se prend pour qui et tout. Alors que c'est vrai que moi j'ai remarqué, je parle mieux anglais depuis que je suis plus à l'école que quand j'étais à l'école et que j'apprenais, que j'avais des cours, quoi. Ce qui fait aucun sens. Mais en même temps, c'est parce que quand je suis dans un vrai contexte où je dois parler à des gens qui parlent anglais, en fait, je fais un effort, quoi. Simplement. T'as pas le choix. Ouais, j'ai pas le choix. Sinon, on me comprend pas, j'imagine. T'as kiffé Malaga. Donc, j'ai kiffé Malaga. Et alors, pour faire la fête, effectivement, vous allez forcément trouver, si vous voulez y aller pour la fête, il y a de quoi faire. Il y a des beaux paysages aussi. Il y a des beaux paysages aussi, il y a pas que ça, quoi. Vraiment, ça vaut le coup et c'est très chouette. Mais c'est vrai que je pense qu'en Malaga, juin, c'est la pointe, non? C'est vraiment dans le sud de l'Espagne, quoi. La mer et tout, quoi. J'ai d'ailleurs bien bronzé là-bas. Mais protégez-vous, c'est mieux. N'oubliez pas votre SPF. C'est super, en vrai. Et pour un week-end, ça suffit. Qu'est-ce que tu préconises comme durée de séjour? Ah, franchement, un week-end, c'était un peu trop court. De nuit? Ouais, j'ai fait que 2 nuits. Alors bon, mon bilan carbone est catastrophique. Mais par contre, oui, je dirais, si vous voulez vraiment vous profiter de la mer, machin, au moins 3-4 jours, quoi. Au moins. Ouais. Ou alors, si vous faites un tour de l'Espagne, j'en sais rien, et que vous voulez y passer. Moi, je rêve d'aller à Séville. Ouais, ça a l'air trop beau. Séville, ça a l'air vraiment beau. C'est magnifique. Ouais. C'est après, moi, j'y suis allée il y a plus de 10 ans, je dirais peut-être 12 ans. Donc, ça remonte un peu et il y a certainement plein de choses qui ont changé aussi. Mais puis j'étais solo, donc tu vis pas les voyages de la même manière quand t'es solo et que tu connais personne non plus. Moi, j'avais vachement plus exploré. Je m'étais retrouvée dans des spectacles de flamenco, dans des caves, etc. Des trucs un peu farfelus. Mais il y a ce côté, c'est vraiment belle ville du sud. Tu as une très belle architecture. C'est ça, c'est l'architecture. Très ensoleillée. Enfin, il y a ce côté danse, palmier, etc. Enfin, c'est pour le coup, moi, ça correspondait vachement au stéréotype de la ville espagnole telle que je l'avais. Donc moi j'ai un super souvenir de Séville. Si t'aimes danser, je pense que c'est la ville. En tout cas, c'est une très bonne ville, je pense, pour danser ou pour apprendre à danser. Tu vois, c'est vraiment chouette. Ouais. Trop bien. Et ben voilà. Mais danser genre le flamenco ou pas forcément? Tout en fait. Plutôt danse traditionnelle espagnole, mais aussi danser de manière générale. Enfin, moi, je voyais les gens vraiment danser. Tu sais, comme à Paris, t'as des fois les petites guinguettes en extérieur, mais tu danses un peu. Là, la même chose, mais en mode flamenco et tout, tu vois. Oh là là, super. Allez, on y va. C'est un peu un de mes rêves de faire un peu de la danse de salon comme ça. Viens, on fait. C'est super, je trouve. Mais moi, quand je les vois à Paris danser là, j'ai qu'une envie, c'est de les rejoindre, sauf que tellement. Je sais vraiment pas danser, mais en mode. Moi, c'est une catastrophe. Ça, mes fils me diraient, là, t'es vraiment malaisante. Ah non, il faut y aller sans eux. Mais justement, en fait, c'est un peu comme parler anglais. C'est-à-dire que t'as un peu honte. Forcément, si t'as honte et que tu vas te dire, je vais être nulle, tu vas être nulle. Alors que si t'y vas, quand on est bourré, je pense que l'alcool est à consommer avec modération, après, évidemment. Le rythme, c'est quand même un truc, tu l'as bien ou tu l'as moyen, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a des gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, pardon de le dire, mais ils ne n'auront jamais le rythme. Ouais, mais je trouve que si t'as pas de rythme, mais que t'as de l'assurance, il y a un peu un truc de, ok, la meuf est audacieuse. Je suis d'accord. Elle habite le truc. T'as de l'assurance, tout est plus simple. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. En fait, j'ai des exemples en tête de gens qui n'ont pas forcément des moves de ouf et pas du rythme de ouf, mais ils sont là, ils y vont et franchement ça passe. La prochaine fois que je croise une guinguette à Paris, je vais. T'y vas danser. Après, il faut aussi avoir un partenaire, mais peut-être quand je pense qu'il y a des gens qui se connaissent pas. Ouais, j'ai l'impression que tu viens et puis tu danses. Ça, c'est un peu iconique, ça. Viens, on fait ça. Allez.
Il y en a plein l'été en plus. Hein. Bah ouais, de ouf. Avec plaisir. Mon prochain kiff, les guinguettes de Paris au bord de la Seine. Allons danser. Dansons. Et toi, Candice, alors? Bon, bah moi, c'est nettement moins drôle. Mais en même temps, c'est culturel. Cette semaine, j'ai été invitée aux Archives nationales pour visiter l'exposition sur le discours de Simone Veil. Et donc, avec une visite guidée. Et c'était super, en fait. C'est en ce moment, donc, aux Archives nationales, 60 rue des Francs-Bourgeois. C'est gratuit. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Et en fait, c'est pas grand, mais c'est vraiment, ça reprend tous les... le fameux grand discours de Simone Veil, le fameux grand discours qu'elle a fait. Attendez, je vais vous retrouver la page. Du 26 novembre 1974, où voilà, elle monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour prononcer son discours qui reste célèbre. Et donc on voit à peu près, voilà, on voit son discours, son brouillon. Et c'est la version dactylographie. Alors, ce qui est fou, c'est quand on voit que chaque mot est pesé, en fait. Chaque mot est choisi. Par exemple, elle dit, elle dit, alors, je voudrais d'abord, attendez, il y a un passage, voilà. Il n'est pas contestable, et nous le proclamons très fort, que l'avortement doit être l'exception, qu'il doit être un ultime recours. Comment l'autoriser? Là, elle barre. L'autoriser, elle met à la place. Le tolérer, sans qu'il devienne une règle, sans que l'État et l'air de l'encourager. Je voudrais tout d'abord faire une observation, Albar, une réflexion. Donc, les mots sont pesés, en fait, pour justement pouvoir avoir l'adhésion. Hein, parce que, clairement. Là, c'est très pondéré. C'est très pondéré. Comment le tolérer? C'est très, très pondéré. Et, dans un contexte, elle ne pouvait pas être frontale. Bien sûr, elle ne pouvait pas. En dissuadant, donc elle supprime dissuader, elle met en instituant des mesures, les dissuadant. Enfin voilà, tous les mots sont choisis avec soin et c'est incroyable. Et ensuite, dans sa version dactylographiée, alors là, il n'y a pas la fin, mais ce qui est marrant, c'est que je l'ai sur mon téléphone. Mais donc, c'est elle qui l'a écrit, on ne l'a pas écrit pour elle. Ah ben bien sûr que non, c'est elle qui l'a écrit. La transcription donnée au-dessus, non, c'est vraiment l'original, en fait. C'est elle qui l'a écrit. Et ensuite, à la version dactylographiée du discours de Simone Veil, où tout est écrit. Et à la fin, ce qui est intéressant, attendez, je retrouve la photo que j'ai prise. C'est qu'elle termine en disant, et c'est un peu un clin d'œil parce qu'elle fait de l'écriture inclusive avant l'heure, elle met « Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir ». Et je trouvais ça marrant qu'elle emploie qu'il y ait je ne suis pas de ceux et de celles. C'est original. L'écriture inclusive, c'est pas moderne. Hein. L'écriture inclusive, pas du tout. C'est le passé. En fait, moi, je suis une aparté, mais c'est un truc qui me rend dingo. C'est toutes les personnes qui disent oui, on va massacrer la langue française. Non, mais en fait, l'écriture inclusive et le langage inclusif, très très longtemps. C'était comme ça qu'on parlait, en fait. C'est pas une nouveauté, quoi. On a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus et c'est Ariane qui l'a incarné par moi-même, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant. Ça revient sur l'historique, le procès de Bobigny, Gisèle Halimi, tout ça. C'est vraiment très court et ça montre à quel point ça a été un dosage, une lente étape par étape pour faire accepter même aux personnes les plus réactionnaires ce droit et ensuite, il y a eu l'excuse, c'était la détresse qui a été enlevée. Enfin voilà, que peu à peu, le droit a été élargi et voilà, on lui doit beaucoup. Et voilà, je vous encourage à aller voir. C'était super. Je vous en parle peut-être pas très bien, mais j'ai trouvé que c'était courageux. Enfin, c'était incroyablement courageux, quoi, ce discours d'arriver à ne pas blesser les uns et les autres. Enfin, ne pas blesser, ne pas voilà. Enfin, que tout le monde ménager les plus réacs et en même temps tout en faisant face à des actions anti-IVG parce qu'on avait déjà très récurrentes. Il y avait déjà des actions IVG. Alors c'était pas comme aujourd'hui beaucoup de formes on va dire numériques. Là-bas, à l'époque, c'était des actions dans les hôpitaux, etc. Et ça se fait encore dans pas mal de pays. Oui. Aux États-Unis, même en Italie. Ouais, tout à fait, Voilà, donc j'ai eu le plaisir de découvrir ce texte. Et puis aussi, en fin d'exposition, on voit le texte. Alors ça, c'était le texte qui constitutionnalise l'IVG. Bon, je peux pas vous montrer là, mais voilà, avec c'est assez émouvant en fait finalement de voir le texte avec le sceau. Voilà. Et donc ça, c'est aux archives, c'est ça? Oui, aux Archives nationales rue des Francs-Bourgeois. Ok. Voilà, super. C'était mon kiff de la semaine. C'était une petite parenthèse intéressante et que je conseille à toutes et à tous. Voilà. Très bien, merci pour ce. Surtout que c'est gratuit.
Donc c'est gratuit. Ah, trop bien. Ouais. Voilà. Je voulais qu'on poursuive un petit peu en parlant, Morgane, de ton livre. Alors, tu sors Les gentilles filles ne réussissent pas. Un pavé. Alors que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Il y a énormément de choses. Comme je disais à Morgane, j'aimerais tout intégrer dans ma tête et que ça reste là et que les réflexes soient là en cas de menace. Mais c'est vrai que voilà, tu fais un constat qui est clair. Hein. C'est beaucoup plus compliqué pour une femme aujourd'hui d'évoluer professionnellement, de gagner correctement sa vie, etc. Et on est encore, je veux dire, on a encore des tonnes de stéréotypes qui collent aux femmes et de biais qu'on se met. Pourquoi ce livre ? Pourquoi tu as envie d'écrire ce livre ? Il y a deux choses. La première, c'est le hasard. Le hasard complet. Il y a quelques années, j'avais fait une campagne sur Internet qui s'appelait Pink Jobs. D'ailleurs, je l'ai mis dans le livre, du coup. En gros, c'était au moment tu sais, à la fin de l'année, il y a toujours ce moment où on décompte les salaires des femmes et on calcule à partir de quel moment elles travaillent théoriquement, symboliquement, gratuitement. Le 4 novembre. Ça tourne, voilà, c'est toujours autour, effectivement, début novembre. Mm-hmm. Et il y a quelques années, à peu près à cette époque-là, donc j'ai fait cette campagne Pink Jobs. En gros, j'étais partie du constat un peu absurde de dire en fait, les femmes, ça coûte moins cher finalement, donc les entreprises devraient recruter plus de femmes parce que ça leur coûterait moins cher. Tu vois, c'était vraiment absurde. Et donc, j'ai créé un site internet. J'aime bien bidouiller sur Internet. Et donc, j'ai créé un site Internet qui était en gros le site vitrine d'une nouvelle super start-up agence de recrutement qui partait de ce constat-là et qui, du coup, faisait la promesse de faire baisser tes coûts de recrutement en te permettant de recruter des femmes. C'est une fausse opération, quoi. Complètement. Évidemment, c'était un faux truc. Je n'ai pas créé une vraie boîte qui faisait ça. Et donc, du coup, j'avais créé le site. Il y avait des faux profils de femmes. On me disait, voilà, si t'es une boîte et que tu vas recruter moins cher, viens recruter des femmes chez nous, nanana. Voilà. Et à l'époque, j'avais fait un petit deal avec Anaïs Richardin, qui était, je crois que son titre, c'était rédactrice en chef, je crois, de Madines. Et du coup, elle avait publié un article dans Madines qui faisait comme si c'était une vraie nouvelle start-up. Et à la fin, elle avait dit, bon, vous avez bien compris, c'est fake. Et moi, je l'avais mis sur le site aussi à la fin, tout à la fin, si tu scrollais tout en bas. Il y avait un truc qui disait, vous trouvez ça absurde? En fait, ce qui est vraiment absurde, c'est les inégalités salariales. Et donc, du coup, après, il y avait un peu d'éducation sur le sujet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la campagne, alors, factuellement, ça m'a coûté 50 balles. Mais vraiment, entre la création du site et l'achat de l'URL, 50 balles. Le truc a cartonné. On a eu plein d'articles. Il y a eu des articles en Australie. C'était absurde. J'ai reçu plein de mails, des boîtes. Truc hallucinant. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris que c'est du second degré. Évidemment. Des boîtes m'avaient contacté en mode, ah ouais, et je ne vais pas citer de nom, mais des belles boîtes, tu vois, qui ont pignon sur rue, voilà. Et qui m'avaient contacté en mode, j'aimerais trop avoir accès à vos profils et tout, nanan. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. C'est ouf. Et un truc qui m'avait fendu Moi, je suis un peu naïve, parce que c'était peut-être pour avoir juste des profils féminins. C'était vraiment pour économiser, tu penses? Non, mais le site, en gros, c'était écrit, les femmes, ça coûte moins cher. C'était vraiment grossier, en fait. Ouais, franchement, mais à tel point, j'avais aucune attente. C'était un peu pour faire le truc, pour marquer le coup, mais vraiment, j'avais aucune attente. Et j'avais reçu, à l'époque, des mails, je pense que je les ai encore, de femmes. Et ça m'avait vraiment, mais ça m'avait fait beaucoup de peine, qui en gros voulaient s'inscrire sur le site parce qu'elles galéraient à trouver du taf et que, tu vois, elles étaient arrivées à un niveau, elles avaient tellement intégré qu'elles valaient moins qu'en fait, elles étaient prêtes à s'inscrire sur une plateforme qui les vendait comme ayant moins de valeur. Ça m'avait vraiment... ça brise le cœur. Ça m'avait brisé le cœur. Et à l'époque, du coup, j'ai été contactée par mon éditrice, Chloé, qui est... non, alors, c'est pas son nom de famille, mais effectivement, elle bosse chez Erol, qui est une super maison d'édition. Et Chloé, qui était elle-même féministe, militante, etc., avait bien aimé, en fait, la tournure du truc. Il m'avait dit, t'as pas envie d'écrire un livre? Alors moi, j'avais toujours eu envie d'écrire un livre depuis que j'étais gosse, mais je m'étais plutôt dit que j'écrirais un roman, tu vois. Je m'étais jamais dit que j'allais écrire un essai. Et j'ai dit, ouais, banco, allons-y. Donc ça, c'était le premier déclencheur. J'ai dit oui, mais en fait, je savais pas du tout ce que j'allais écrire parce que, tu vois, c'est un sujet hyper vaste. Je savais pas forcément. Puis, qu'est-ce que tu peux écrire qui n'a pas déjà été dit? Enfin, tu vois, écrire un livre juste pour écrire un livre, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Il faut apporter des idées, en gros, il faut avoir un angle, il faut, des choses à raconter. Donc, c'est vrai que ça a pris un peu de temps avant que je me mette un petit peu en mouvement. Et puis, il y a eu un deuxième déclencheur aussi, c'est ma propre carrière où, moi, je suis assez ambitieuse. J'y vais franco. Si je veux un truc, par exemple, postuler un emploi. Quand je suis dans une période d'entre-deux jobs,
mais je m'épanouis à la recherche d'un emploi. Genre pour moi, chercher un emploi, c'est un challenge et je surkiffe ça. Voilà. Et j'adore ce mindset. J'adore faire des entretiens, négocier mon salaire. Enfin, tu vois, je suis en plein dedans. Moi, ça me. J'ai l'impression d'être. C'est énergiquement, ça se prend de l'énergie, quoi. Alors c'est clair, ça prend de l'énergie, mais il y a un truc. En tout cas, chez moi, il y a un truc de le meilleur de toi-même, en fait, en permanence. Face au challenge, tout ça. Et du coup, en fait, je me retrouvais pas dans ce qu'on racontait des femmes. Tu vois, genre, en fait. Quand on parle des femmes dans le monde du travail, même aujourd'hui, on te dit souvent, ok, les femmes, faut négocier plus, il faut faire plus le jeu des boîtes, il faut être plus ci, plus ça. Enfin, en fait, on te dit toujours que tu dois changer parce que il y a un stéréotype et il faut pas y correspondre. Et non seulement, et non seulement je me retrouvais pas dans le stéréotype, mais en plus je me retrouvais pas dans ce qu'on me disait qu'il fallait que je fasse. Enfin, pour moi, c'était pas ça. Et c'est là un petit peu, c'est la rencontre de ces deux choses qui est le point de départ de ce livre, qui est de dire, ok, en fait. J'aimerais bien qu'on revienne sur les idées reçues qu'on a, sur les femmes prennent pas assez de risques, elles postulent pas, elles veulent pas faire des métiers dans les sciences, elles préfèrent prendre des jobs qui payent pas, etc. En fait, toi, ton constat, c'est que finalement, c'est pas les femmes qui se mettent des freins. Exactement. C'est la société, en fait. Complètement. Complètement. Et du coup, il faut inverser le truc. Ouais. Et surtout, une fois qu'on a compris ça, bah, il faut aussi adapter les solutions. Il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles doivent s'adapter à un système qui est cassé. Il faut arrêter de dire. Et en fait, j'ai découvert beaucoup de choses, parce que je suis partie un peu de, ok, j'ai cette idée de revenir sur les idées reçues, mais après, je découvrais des écrits, des études, des recherches qui ont été faites, etc. Donc, j'ai passé 4 ans à écrire ce livre. 4 ans parce que j'ai vraiment creusé assez profondément, je pense, sur ce qui avait été fait par des scientifiques, par des chercheurs, beaucoup de chercheuses, en fait, c'est beaucoup de femmes d'ailleurs qui font des recherches sur ces sujets-là. En France, mais surtout dans le monde anglo-saxon, parce qu'en France, on n'a pas encore... Enfin, voilà, il y a des études, mais c'est pas forcément hyper poussé toujours. Et je découvrais des trucs et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, c'est par exemple sur la gestion du risque ou le syndrome de l'imposture que je ne supporte plus. Je découvrais des trucs hallucinants et je me disais, en fait, il faut qu'on sorte vraiment des idées reçues qu'on a sur le sujet et qu'on trouve des solutions qui, en fait... À la source, quoi. Ouais, et qui fassent pas peser aussi toute la responsabilité sur nous. Déjà, on est victime du truc. Donc déjà, on a une charge, tu vois, on sait inconsciemment que le jeu est truqué, que ça joue contre nous, donc on a déjà cette charge à assumer. Mais en plus de ça, c'est nous qui devons renverser le système. Exactement. Ouais. On nous dit que c'est à nous de changer, de trouver les solutions. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, non, quoi. C'est stop. C'est pas à nous de trouver les solutions, c'est au système, aux employeurs, aux services publics, au gouvernement. C'est à vous, en fait, de voilà. Alors après. Il n'empêche qu'il y a quand même des solutions à titre individuel qu'on peut commencer à mettre en place. Par exemple, même des questions de sororité, être soror avec les femmes parce que il y a aussi un sujet, c'est que quand on parle des femmes et du travail, on a l'impression que c'est la femme, tu sais. D'ailleurs, je crois que la femme a une page Wikipédia. C'est tous les articles de presse qui disent une femme a fait ci, une femme a fait ça, sans jamais te la citer. Bon, voilà. Et en fait, c'est un peu cette idée de, voilà, il y a la femme au travail. Et aussi, ce que je voulais explorer, c'est de dire, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois. Moi, par exemple, je suis blanche, je suis hétérosexuelle, j'appartiens plutôt à une classe bourgeoise. En vrai, je galère un petit peu dans ma vie pro, mais pas autant qu'une femme racisée, ou qu'une femme en situation de handicap, ou une femme LGBTQIA+, etc. En fait, ou une femme de 50 ans. Ou une femme, et d'ailleurs, j'ai tout un chapitre dessus, et effectivement, de se dire, il faut creuser un peu ce sujet-là aussi, parce que si tu proposes une solution qui est globale, et qui s'adapte pas en fait aux situations spécifiques, en fait tu résous rien du tout. Ou alors au pire tu résous la situation de celles qui sont déjà là-haut, quoi. Et en fait ça résout rien, quoi. Voilà. Non seulement. C'est grave intéressant. J'ai envie de lire. Moi aussi j'ai envie de lire. J'espère. On va faire un petit test. Oh là là. On va faire un petit test qui est dans le livre de Morgane, justement, qui nous permet de savoir un petit peu comment on se situe. Est-ce que je te laisse le faire? Si questions. Tu veux. Ah, mais il nous aurait fallu une petite feuille. Pour non, c'est pas grave. On va retenir, en gros. On va retenir. Je vais écrire sur mon ordi. Les questions, ouais. Voilà. Donc, c'est page combien? On s'était dit page 120 ou 150, je crois. Je crois que c'était ça. Non. Celui-là, c'est 150. Pourquoi ça met... Je crois que c'est ça. Voilà, on va vous poser des questions. Vous répondez par oui. Enfin, on va nous poser des questions. Morgane va nous poser des questions. On répond par oui et par non, et en fonction de notre nombre de oui ou de non. D'accord, ok. C'est pas un c'est pas un test de connaissances. Non, vas-y, mets 3 colonnes. Ok, vous êtes prêtes? Ouais. Très bien. Alors, le titre du test, c'est « Êtes-vous trop ci, pas assez ça ?» ou « Êtes-vous un homme ?»
Ok. Donc, il faut répondre par oui ou par non. Donc, première question. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez trop discret ou discrète ou que vous manquiez de présence? Moi, non. Ah, il faut répondre Oui, il faut répondre. Bah moi, oui, ouais. Mais plus quand j'étais plus jeune, pour le coup, que maintenant. Moi, je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être est une réponse acceptée. Peut-être. Alors, je vais dire peut-être. Parce qu'il y a eu toute une période où j'étais extrêmement timide quand j'étais petite. Mais vraiment, j'étais très petite. C'était quand j'étais maternelle, CP, quoi. Donc, c'est possible qu'on me l'ait dit. Le contexte dans un contexte professionnel. Ah, contexte pro? Non. Contexte pro, jamais. Contexte pro, jamais. Non. Deuxième question. Avez-vous déjà participé à une réunion pleine d'hommes en ayant du mal à placer un mot? Ah oui. Moi, oui. Totalement. Oui. On se reconnaît là. Ah ouais. Moi, je crois pas. Mais en même temps, c'est mon premier job. Je travaille depuis 1 an, quoi. Donc, ouais, mais quand même. Moi, le peu de réunions que j'ai faites, même des fois, je travaille avec un homme. Alors déjà, je travaille très peu avec des hommes, donc de base. Donc, oui, non, mais moi aussi. Mais le peu de choses, j'ai un type de réunion entre guillemets très spécifique en tête. Ouais. Avec un. Je te dirais après. D'accord. Et avec des hommes qui impliquent des hommes. Et impossible d'en placer. Ah, je sais ce que tu vas dire. Oh, c'est même pas du mansplaining, c'est juste je sais mieux que toi, donc enfin. Alors, pas dans le sens là, plus dans le sens vraiment comme j'ai une place entre guillemets hiérarchiquement plus. Voilà. Je parle et toi, je l'écoute, quoi. Voilà, exactement. Ok. Terrible. Oui. C'est plutôt du paternalisme que du mansplaining, quoi. Voilà, je comprends, ouais. Ok. Troisième question. Avez-vous déjà ressenti la pression de jouer un rôle traditionnellement féminin? Au travail? Alors, dans le cas du travail, par exemple, j'en parle un peu dans le livre, mais tu vois, tu as tous ces trucs de organiser le pot de départ, prendre les réunions, enfin les notes en réunion, servir le café, s'occuper de tout ce qui est... Alors, peut-être moins chez Mademoiselle, mais parce que beaucoup de femmes, et je pense que ça fait partie de l'ADN, mais dans une entreprise traditionnelle, le côté de devoir t'occuper des sujets d'égalité homme-femme ou diversité-inclusion, tu vois, parce que c'est censé être à toi de le faire, ce genre de choses. Oui, pour moi. Ok. Mais la question d'après est justement sur ça. Yes. Quoi, Sofia? Moi, j'ai pas l'impression. Ok. Enfin, je crois pas. Après, comme toi, Ariane, moi, c'est aussi mon premier vrai, entre guillemets, job. Et j'ai pas l'impression. Moi, je dirais oui, parce que... La suite va te aussi. La question d'après va c'est un peu la même question. C'est la question. Parce que dans le rôle traditionnellement féminin, t'as aussi des tâches qui sont, par exemple... faire plutôt tu vois, de la com ou faire plutôt des RH plutôt que de faire des trucs scientifiques. Ça peut être ça aussi, des rôles traditionnellement féminins. Ouais. Désolée. Ensuite, du coup, la question suivante recoupe un petit peu. Donc, c'est est-ce que vous aviez déjà ressenti de la pression pour remplir des tâches de bureau, comme organiser les fêtes, les pots de départ, tu vois, par exemple. Bon, pareil, je pense que je suis trop jeune encore pour ça. Ouais. Mais j'ai pas eu ça, non, moi. Moi, non, mais c'est tellement je déteste ça que... organiser les trucs. Mais toi, Ariane, pas un peu? Toi, t'es un peu du côté syndrome de la bonne élève, non? Oui, mais c'est pas tellement au travail. Ça se manifeste plutôt au sein de ma famille. Mais en tout cas, en vrai, un peu, parce qu'il y a un truc mais c'est très spécifique, je fais systématiquement la vaisselle pour toute cette putain d'entreprise. Et vraiment, je suis désolée de le dire, c'est insupportable. C'est vrai. C'est-à-dire que quand les gens invitent des gens... Il range jamais les tasses, il lave jamais les verres, et c'est toujours moi, parce qu'en fait, au bout d'un moment donné... c'est toi qui fais la vaisselle? C'est quasiment tout le temps moi qui fais la vaisselle. C'est Ariane qui fait la vaisselle. C'est Ariane qui fait la vaisselle. Non, c'est vrai. Pas que moi. Il y a aussi, je vais donner les noms, il y a aussi Inès, il y a aussi Morgane qui est l'office manager, mais systématiquement, quand il y a des pots, des trucs comme ça, on se retrouve toujours... C'est que toujours des meufs qui rangent. Ah oui, par contre, toujours des meufs qui rangent. Et c'est toujours les meufs de l'entreprise qui organisent les pots de départ, les goûters d'anniversaire. C'est jamais les mecs, effectivement. Non, c'est jamais les mecs. Ouais. Jamais. Parce qu'il y a une espèce aussi de pression sociale de... évidemment. Tu vois, on t'a appris aussi qu'il fallait être gentil, que les choses doivent être rangées, propres autour de toi. Et donc, du coup, tu t'intériorises vachement de choses. Et ouais. Donc, tu dirais oui pour ça, toi, Sofia, ou non? Moi, c'est non, mais Sofia, peut-être. Non, parfois. Parfois, ouais. Ok. Ensuite, c'est... est-ce qu'on vous a déjà dit que vous sembliez agressive ou exigeante? Tu sais, quand on n'est pas d'accord avec toi sur un sujet. Moi, non. Parce que je suis assez people pleaser et que malheureusement, moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à me plier pour bien passer, quoi. Ou alors, j'ai pas encore assez d'assurance pour entre gros guillemets, l'ouvrir, quoi. Et moi, je vais être extrêmement diplomate. Si vraiment j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur laquelle je suis pas d'accord, je vais essayer d'être extrêmement diplomate.
Mais en fait, du coup, on m'a jamais dit que j'étais agressive. Je trouve ça je fais un aparté, mais je trouve ça un sujet qui est, moi, que je trouve hyper intéressant, c'est la place des émotions dans l'entreprise, au travail, et la place, tu vois, des émotions des femmes versus la place des émotions des hommes. Tu vois, parce que là, t'es en train de dire, ok, je suis obligée, en fait, t'es obligé de dire, t'es en train de dire que t'es obligé de, je sais pas comment dire, mais de te rabaisser toi-même, tu vois, de rabaisser tes émotions, de fondre dans un moule, etc. Finalement, tu peux pas vraiment exprimer ce que t'as vraiment envie d'exprimer. Tu vas plutôt essayer de rentrer dans le moule qu'on attend, c'est-à-dire gentil, calme, etc. Et parce que l'émotion de la femme, et là je généralise, elle est malvenue, quoi. C'est, tu vois, si tu t'exprimes trop, c'est en fait, ça passe mal. Et moi, je trouve ça toujours hallucinant qu'on pense que les femmes, tu vois, sont trop émotionnelles, sont hystériques. Ce mot-là me fait bondir. Alors que, factuellement, les hommes sont des êtres profondément émotionnels. Ouais. Ils sont... la colère des hommes, la frustration des hommes, voilà. Tout ce qu'ils font. Et je trouve que tous leurs agissements sont réactifs à une émotion. Et je trouve ça ouf que ce soit les femmes à qui on dit de pas tolérer. Totalement. Ensuite, la question suivante, c'est est-ce que vous avez déjà été critiqué pour avoir valorisé votre travail ou vos réussites? C'est genre, bon, ça va. Attends, est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce que tu as déjà été critiqué pour avoir valorisé ton travail ou tes réussites? Oui. Oui. J'essaie de me souvenir, mais toi, Ariane, ou pas? Je crois pas non plus. En même temps, j'ai pas beaucoup de réussite a plus d'expérience. T'as plus de réussite à mon aussi. Oui, c'est ça. On a une année d'expérience. Forcément, plus on a aussi rencontré de situations. Ouais, non, moi, non, ça va. Moi, non. C'est bon. Est-ce que vous êtes déjà mise en colère? Ou est-ce que vous avez été critiquée pour avoir perdu votre sang-froid? Eh bah oui, ça va, ça fait 20 ans que je travaille. Ah mais je me moque. Oui, non mais c'est normal. 25 ans même. Non, 25 ans, non, quand même pas. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire moi non, parce qu'encore une fois, je fais toujours en sorte de tempérer le truc. J'essaye de jamais me mettre en colère, même si je bouillonne, quoi. Il y a toujours, ou alors il y a un moment où je vais pleurer, quoi. C'est comme ça que j'exprime mes émotions, moi. C'est pas la colère, en tout cas la colère, j'exprime en m'effondrant, mais dans mon coin. Tu vois, je vais jamais le faire devant les autres. En tout cas, quand ça concerne le travail et que ça concerne des gens autour, quoi. Voilà. Après, ça va, c'est pas trop arrivé souvent, mais. Ouais, moi non plus. C'est pas même jamais arrivé pour l'instant. Alors que la colère, c'est un signal. C'est pareil. On diabolise la colère, mais c'est un signal que quelque chose ne va pas et qu'il faut apporter une réponse, quoi. Et la dernière, c'est est-ce que vous êtes déjà senti invisibilisé ou utilisé? En fait, je pense que nos réponses sont biaisées du fait qu'on travaille chez Mademoiselle. Ouais, tout à fait. Moi, je dirais oui. Ouais. Désolée, je suis vraiment pas... non, mais c'est normal, t'as plus d'expériences différentes. J'ai vraiment été dans des... Voilà, j'ai beaucoup travaillé essentiellement avec des femmes, mais dans des entreprises et dans des environnements parfois un peu toxiques. Et voilà. Eh bien, si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces questions, vous êtes trop si, pas assez ça. Sinon, félicitations, il y a fort à parier que vous soyez un homme. C'est rigolo, hein, c'est pas... En fait, dans le livre, il y a des passages qui sont plus ou moins rigolos selon notre degré d'humour, mais qui sont aussi là pour faire prendre conscience de certaines choses, mais tout en dédramatisant un petit peu la situation, quoi, pour se poser des questions. Il y a aussi des vrais tests, hein, si vous voulez tester, par exemple, sur la place des femmes dans le Parlement, dans le monde, etc. Donc, il y a aussi des choses... Sur les connaissances, plutôt. Mais c'est son jugement. Oui, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas du tout de... J'ai trop envie de le lire. Ouais, pareil. Mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que chez Mademoiselle, on a quand même une situation particulière parce que c'est des choses que nous, on vit moins quand même, je trouve, que si on était dans n'importe quelle autre boîte. Puis on travaille avec des gens qui sont sensibilisés à ça. Qui ont... En vrai, c'est une entreprise qui est assez jeune. Donc, en fait... Oui, mais en même temps, toutes les études montrent, et les dernières études... Attends, il y a une étude ce matin, je crois, d'ailleurs, non, je crois, qui montre que les stéréotypes sont encore très... de façon générale, les stéréotypes de genre, les stéréotypes sont encore très présents chez les jeunes. Les stéréotypes sur les tâches domestiques, etc. C'est encore très ancré, et notamment dans les jeunes générations. Et les entreprises jeunes, attention, parce que les startups, moi, pour avoir bossé dans des startups, pour côtoyer des startups assez régulièrement,
c'est loin d'être un environnement qui est exempt, voire même parfois t'as tellement peu de moyens qu'en fait c'est des choses qui passent complètement à la trappe et sous couvert de il faut aller vite, il faut vite être rentable, il faut vite machin. En fait, on met beaucoup de droits des salariés sous le tapis et droits des femmes et etc. Et voilà, c'est pas forcément les environnements. Enfin, jeune entreprise pour moi n'est pas forcément synonyme d'entreprise dans laquelle. Non, je voudrais quand même qu'on termine sur une note positive, sur un chiffre, quelque chose que tu trouves qui est super encourageant, ou alors une info que tu trouves super encourageante pour la suite. Alors tiré de ton livre ou tiré justement de ton expérience au sein de Plan Cash. Une information qui est un peu à la croisée, qui est dans le livre et qui du coup concerne un peu aussi le sujet de Plan Cash. Vous savez, quand on dit les femmes ne négocient pas leur salaire, en fait c'est faux. De plus en plus, les femmes négocient autant, si ce n'est plus, leur salaire que les hommes. Et ça, c'est typiquement une idée reçue sur laquelle j'aimerais bien qu'on arrête de continuer à propager. Il y a des méta-études qui ont été faites sur des données depuis les années 80 dans différentes parties du monde. Qui montre qu'en vérité, les femmes négocient autant, si ce n'est plus, et que le problème, c'est pas tellement leur capacité à négocier ou leur propension à négocier, mais ça serait plutôt le fait qu'en face, on leur donne pas ce qu'elles demandent. Donc je trouve que c'est plutôt positif dans un sens parce que en fait on sait le faire, on est capable de le faire et c'est encore une fois c'est pas nous le problème, c'est pas qu'on n'y va pas. Alors, faut y aller, c'est pas toujours évident non plus. Il y a des contextes dans lesquels... l'interlocuteur qui est pas forcément enclin à répondre aux demandes et qui répondrait peut-être plus facilement aux demandes de l'homologue masculin. Ok. Ouais. Et ça, je trouve, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Mais c'est vrai qu'on nous rabâche un peu cette histoire de les femmes ne négocient pas, donc. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne nouvelle. On négocie, on continue. Nous les premières. Hein. Ouais. C'est vrai que, en plus, nous particulièrement, parce que c'est notre premier job et tout, on n'ose pas encore vraiment négocier. On sait pas à quel point on peut négocier, etc. Et comme on n'a jamais fait ça, ça fait peur, hein, comme toute chose qu'on n'a jamais faite. Mais on revient sur ce sujet du tabou de l'argent. Hein. Ouais, exact. Mais en plus, c'est ça. Donc. Puis c'est des choses qui, en fait, la négociation salariale, comme plein de choses, il y a une, il y a une méthode, il y a un fil rouge. Enfin, ça s'apprend, quoi. Je veux dire, ça s'apprend. Et si tu t'entraînes un petit peu, et si on l'apprenait, si on l'apprenait en université ou au lycée, ne serait-ce qu'au lycée, pour s'assurer qu'il n'y a pas des personnes qui sont laissées pour compte, ou dans les études non généralistes avant 16 ans. Mais du coup, si on l'apprenait, si on était, en fait, en redressant le marché de travail, on saurait le faire dès le premier job. Et ça devrait être, on sait très bien, l'éducation nationale, c'est très compliqué et que les programmes sont déjà hyper chargés et que c'est pas en train d'aller en s'améliorant. Mais ouais, ça serait génial si ça faisait partie des programmes au lycée, quoi. Ouais, totalement. Ok, sur ces bonnes paroles, merci à tous. C'était hyper intéressant. Merci à tous. Merci Morgane. Merci Morgane. Trop cool comme format, j'étais trop contente. Voilà, allez vous procurer le livre de Morgane. Les gentilles filles ne réussissent pas, pour montrer que si, les filles réussissent désormais. Exactement. Merci à toutes et à tous. Et bonne soirée. Bisous. Bye bye. Bisous. Bye.